Le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Dans un monde où tout le monde se bat pour voir qui parle le plus fort, celui qui sait se taire a le contrôle. Nous vivons entourés de bouches qui ne se reposent jamais, d'opinions vides, de gens qui ont besoin d'être entendus pour se sentir vivants. Mais le véritable pouvoir n'est pas dans le bruit, mais dans le calme que peu peuvent maintenir. Le silence est un mur invisible qui protège ton énergie, ton esprit et ton focus. Celui qui apprend à ne pas réagir, à ne pas expliquer chaque mouvement, à ne pas justifier chaque décision, devient intouchable. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise de soi. C'est regarder le chaos et garder son sang-froid. C'est voir comment les autres s'épuisent à parler pendant que tu te renforces en observant. Dans le silence, les idées mûrissent, la discipline se forge et la dignité est préservée. Tu n'as pas besoin de raconter au monde ce que tu construis, car les fondations les plus solides sont toujours érigées loin des regards curieux. Dans cette ère où les gens se vident pour être vus, apprendre à garder ce qui est à toi est un acte de rébellion. Tout ne mérite pas d'être raconté, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton esprit. Tes plans, tes émotions, tes blessures, tes réussites, tout cela appartient à ta sphère sacrée. Celui qui parvient à maîtriser sa voix intérieure maîtrise son destin. Cette vidéo n'est pas une simple réflexion, c'est un guide pour ceux qui en ont assez du bruit. 8 leçons qui t'apprendront à te taire pour avancer, à observer sans répondre, à construire sans annoncer. Parce que le silence, lorsqu'il est maîtrisé, devient la forme la plus pure de pouvoir. 1. Garde tes plans jusqu'à leur réalisation. Le silence est comme une armure invisible. Il ne brille pas, il ne fait pas de bruit, mais il te protège de tout ce qui cherche à te distraire. Garder tes plans jusqu'à leur réalisation n'est pas de la méfiance, c'est une stratégie. C'est comprendre que le bruit extérieur a le pouvoir d'affaiblir tes pas si tu le laisses entrer. Quand tu parles trop tôt, quand tu racontes tes objectifs en espérant une approbation, tu donnes une partie de ton énergie aux oreilles qui ne devraient pas l'entendre. Et il y a quelque chose que peu de gens comprennent. L'énergie que tu utilises pour expliquer ce que tu vas faire est la même que tu as besoin pour le réaliser. Les personnes fortes n'annoncent pas leurs mouvements, elles les exécutent. Non pas parce qu'elles craignent que d'autres les copient, mais parce qu'elles savent que l'exposition inutile ouvre des portes au jugement, à l'envie et au doute des autres. Chaque fois que tu partages tes objectifs, tu permets inconsciemment aux autres de les contaminer avec leur vision limitée. Ils te remplissent de conseils que tu n'as pas demandés, de peurs qui n'étaient pas les tiennes, d'insécurité qui n'existait pas auparavant. C'est pourquoi garder le silence pendant que tu construis n'est pas de l'isolement, c'est de la protection du processus. Celui qui apprend à se mouvoir en silence développe un avantage que le monde moderne a oublié, le mystère. À une époque où tout le monde a besoin de montrer ses progrès pour se sentir valide, être discret te donne du pouvoir. Ton progrès cesse d'être public et commence à être interne. Personne ne peut saboter ce qu'il ne connaît pas. Personne ne peut arrêter ce qui n'est pas annoncé. L'esprit qui se tait devient plus clair, plus concentré, plus centré sur l'essentiel. Garder tes plans est aussi un acte de respect envers toi-même. Cela signifie que tu as confiance en ta capacité à accomplir sans dépendre de la validation externe. Parler trop de ce que tu vas faire est une forme de soulagement émotionnel qui te vole ton élan. Cela te fait te sentir productif sans avoir rien fait. La vraie discipline consiste à avancer sans témoin, sans besoin d'applaudissements. Lorsque tu réussis à maîtriser cette envie de tout raconter, tu deviens quelqu'un d'imprévisible, quelqu'un que l'environnement ne peut pas lire ni anticiper. Le silence crée de l'espace pour l'action. Pendant que les autres perdent du temps à planifier à voix haute, tu construis en silence. Et lorsque le résultat apparaît, il n'y a pas de discussion, seulement des faits. Tes réalisations deviennent ta voix. Ton focus devient ta défense. Ta constance devient ta réputation. Garder tes plans n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que tout le monde ne souhaite pas te voir avancer, que certains préfèrent te distraire avec des paroles vides ou des questionnements déguisés en intérêt.
Quand tu choisis le silence, tu choisis la précision. Tu deviens plus conscient de tes mouvements, plus prudent dans tes décisions, plus responsable de ton processus. Chaque pas cesse d'être une tentative désespérée de démontrer et devient une manifestation de but. Tu n'as pas besoin de parler pour être pris au sérieux, tu as besoin de résultats. Et les résultats ne fleurissent que dans le terrain fertile du silence, où les doutes des autres et les commentaires de ceux qui n'ont jamais osé essayer n'arrivent pas. Alors garde tes plans jusqu'à leur réalisation, non pas parce que le monde est ton ennemi, mais parce que ta vision est encore fragile et mérite protection. Il ne s'agit pas de cacher ce que tu fais, mais de faire mûrir tes actions, loin du regard superficiel. Laisse le silence être ton allié, ton bouclier et ton guide. Parce qu'à la fin, quand les autres se demanderont comment tu as réussi, ta réponse sera simple. Pendant qu'ils parlaient, tu agissais. 2. Contrôle tes émotions en silence. Les émotions sont comme le feu. Si tu sais les gérer, elles te réchauffent. Si tu les laisses libres, elles te brûlent. Le silence ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais apprendre à le soutenir sans te consumer. Contrôler tes émotions en silence est une forme de pouvoir que peu de gens maîtrisent, car l'impulsion de réagir est forte et le désir de montrer ce que nous ressentons peut être un piège. Dans la société actuelle, où tout est partagé et dramatisé, garder son calme est devenu un signe de supériorité mentale. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu choisis de ne pas laisser tes émotions prendre le contrôle devant les autres. Celui qui réagit sans réfléchir révèle sa faiblesse. Quand tu exploses, cries ou te justifies, tu donnes aux autres la carte de tes points faibles. L'autocontrôle n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. Apprendre à rester silencieux quand on te provoque, quand on t'attaque ou quand quelque chose ne se passe pas comme prévu est un acte de sagesse. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison, tu as besoin de conserver ton centre. L'esprit tranquille voit ce que la colère ne permet pas de voir. En revanche, celui qui se laisse emporter par la rage ou la frustration finit par être manipulé par le moment, prenant des décisions qu'il regrettera plus tard. Maîtriser tes émotions en silence ne signifie pas avaler ce que tu ressens, mais le traiter sans te détruire. C'est accepter que tout le monde ne mérite pas de voir ta vulnérabilité, que chaque émotion n'a pas besoin d'être exposée ou expliquée. Les personnes qui apprennent à rester calmes sous pression sont celles qui vont le plus loin, car elles ne s'épuisent pas à réagir, mais à agir avec précision. Alors que d'autres perdent du temps à justifier leur colère, tu te concentres sur la résolution de ce qui dépend de toi. Le silence émotionnel est aussi un signe de respect envers toi-même. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec la même intensité que l'on t'attaque, tu protèges ton énergie. Tout ne mérite pas une réponse. Toute offense ne mérite pas une explication. La plupart du temps, le silence désarme plus que les mots, parce qu'il montre que tu n'es pas à la hauteur du conflit, mais au-dessus de lui. Contrôler tes émotions ne te rend pas froid, cela te rend libre. L'autocontrôle ne se réalise pas en niant ce que tu ressens, mais en comprenant d'où il vient et en choisissant quoi en faire. Le calme n'est pas de la passivité, c'est du contrôle interne. Lorsque tu t'éduques à ne pas réagir immédiatement, tu commences à prendre des décisions à partir de la raison et non de l'impulsion. Et cette différence définit ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Les forts ressentent la même chose que les autres, mais ils ne permettent pas à une émotion momentanée de détruire ce qu'ils ont mis des années à construire. Contrôler tes émotions en silence, c'est transformer le feu en lumière. C'est transformer l'intensité en concentration. C'est répondre au chaos avec sérénité. Dans un monde où la majorité crie pour se faire entendre, rester serein te rend différent, te rend puissant. Apprends à garder tes émotions comme un secret sacré, à les traiter sans les publier, à comprendre que tu n'as pas besoin de montrer ta douleur ou ta colère pour valider ce que tu ressens. Ton pouvoir réside dans le fait de ne pas permettre à personne de dicter ta réaction. Parce que celui qui contrôle son silence contrôle son monde. 3.
Donne ta bonté seulement à ceux qui la méritent. La bonté sans direction est comme de l'eau renversée. Elle est gaspillée même si elle est pure. Être une bonne personne ne signifie pas permettre aux autres de franchir tes limites, ni donner tout ce que tu as sans mesurer les conséquences. Être bon avec tout le monde te fait te sentir utile, mais peut aussi faire de toi la cible parfaite pour ceux qui ne savent que recevoir. Ta bonté doit avoir une structure, une racine qui ne se plie pas à la manipulation ou à la culpabilité. Tout le monde ne mérite pas le meilleur de toi, et l'accepter ne te rend pas cruel, cela te rend conscient. Les personnes au cœur noble ont tendance à confondre compassion et faiblesse. Ils pensent que s'ils refusent d'aider, ils échouent en tant qu'êtres humains. Mais aider celui qui ne veut pas changer, celui qui abuse de ton dévouement ou celui qui ne s'approche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, n'est pas de la bonté, c'est de l'épuisement émotionnel. La bonté mature, c'est quand s'arrêter. Apprends à distinguer entre celui qui a besoin de soutien et celui qui cherche une béquille éternelle. Si tu aides sans discernement, tu épuises ton énergie, et quand tu en auras le plus besoin, il n'en restera rien pour toi. Être sélectif avec ta bonté ne te rend pas égoïste, cela te rend sage. Cela signifie que tu valorises ton temps, ton énergie et ta paix. Celui qui te valorise n'abuse pas de ton dévouement, il l'apprécie. Celui qui ne fait que prendre et ne donne jamais ne mérite pas de rester près. Les gens qui comprennent vraiment la valeur de ta présence ne te demandent pas plus que ce que tu peux offrir. En revanche, ceux qui n'ont pas de limite te demanderont jusqu'à ce que tu sois vidé. Et une fois que tu seras vide, ils continueront à réclamer plus. C'est pourquoi la bonté sans limite ne construit rien. Elle ne fait que s'épuiser. Donne ta bonté à ceux qui te respectent, pas à ceux qui t'utilisent. À ceux qui t'écoutent quand tu parles, pas à ceux qui attendent simplement leur tour pour demander. À ceux qui te rendent la paix, pas la culpabilité. À ceux qui sont présents aussi quand ils n'ont besoin de rien. La gratitude est la mesure d'une âme saine. Si tu donnes et qu'il n'y a pas de réciprocité, retire-toi en silence. Tout le monde n'a pas la capacité de recevoir sans détruire. Tu n'as pas besoin de l'expliquer ou de le justifier. Éloigne-toi simplement de ce qui te vide. Les stoïciens enseignaient que le sage agit par vertu, non par récompense. Donner avec vertu implique d'agir avec intention, non par besoin d'approbation. Si tu aides pour te sentir accepté, tu cherches de l'amour déguisé en service. La véritable bonté naît de la force, non du manque. Quand tu donnes à partir de la plénitude, ton aide élève. Quand tu donnes à partir de la peur, ton aide t'affaiblit. Apprends à donner sans rien attendre en retour, mais apprends aussi à t'arrêter quand le fait de donner devient un fardeau. Ton énergie est sacrée. Ne la gaspille pas sur ceux qui ne veulent pas grandir. Ne deviens pas le sauveur de personnes qui se noient parce qu'elles aiment leur propre chaos. L'amour, la compassion et l'empathie sont des vertus puissantes, mais sans limite. Elles se transforment en chaînes. Établis des frontières fermes. Si une relation, une amitié ou un lien dépend du fait que tu ignores tes limites, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Donne ta bonté seulement à ceux qui la méritent, non pas parce que tu es froid, mais parce que tu as appris la valeur de ton dévouement. La vie s'équilibre quand tu choisis de donner sans te perdre. Aider n'est pas sauver, c'est accompagner. Aimer n'est pas porter l'autre, c'est marcher à ses côtés. Quand tu décides de prendre soin de ta bonté, tu récupères ton pouvoir. Parce que dans un monde où beaucoup utilisent l'empathie comme une arme, protéger ton cœur est l'acte le plus intelligent que tu puisses faire. Ne t'excuse pas d'être bon, mais ne le sois plus jamais avec celui qui ne l'apprécie pas. 4. Guéris tes blessures sans les compter. Les blessures émotionnelles sont comme des racines sous terre. On ne les voit pas, mais elles soutiennent la force de l'arbre. Les raconter à n'importe qui n'accélère pas la guérison, parfois elle la retarde. Guérir en silence ne signifie pas les nier, mais comprendre qu'il y a des douleurs qui ne peuvent être guéries qu'en solitude. Les gens cherchent un soulagement en parlant de ce qui leur fait mal, croyant que le partager libère toujours, mais souvent ce qui est libéré est l'énergie dont tu avais encore besoin pour te reconstruire. Chaque mot que tu lances dans l'air devient une porte ouverte vers tes vulnérabilités. Et tout le monde ne saura pas les préserver. Tout ce qui t'a blessé ne mérite pas d'être exposé.
Il y a des expériences qui n'ont de sens que lorsqu'elles sont digérées en silence, lorsque tu les affrontes sans témoin ni distraction. La société moderne te pousse à tout raconter, à publier ta tristesse, ta colère ou tes batailles personnelles, comme si montrer la douleur était une façon de la valider. Mais la véritable croissance ne se produit pas dans l'exposition, mais dans l'introspection. Le silence devient un refuge où ton esprit peut ordonner ce qui s'est passé sans l'interférence du jugement d'autrui. Parler de tes blessures avec ceux qui ne comprennent pas ton processus peut les rouvrir encore et encore. Les mots mal entendus déforment ton histoire. Et chaque opinion externe, bien qu'elle soit bien intentionnée, peut fragmenter la clarté dont tu as besoin pour comprendre ce que tu ressens vraiment. Le silence, en revanche, t'oblige à t'écouter sans bruit. Il te pousse à affronter ce que tu évitais, à traiter ce que tu taisais, à t'observer avec crudité et honnêteté. C'est dans ce calme douloureux que commence la véritable transformation. Guérir en silence est un acte de force, car il t'apprend à dépendre de toi et non du réconfort extérieur. Le soutien peut t'accompagner, mais ne peut pas remplacer le travail interne. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de ne pas livrer ton histoire à n'importe qui. Lorsque tu choisis de garder tes blessures, tu apprends à prendre soin de toi. Tu deviens responsable de ce que tu ressens, sans blâmer le passé, sans chercher des sauveurs. Cette maturité émotionnelle te rend plus fort que n'importe quelle thérapie improvisée dans des conversations vides. La douleur a une fonction, t'apprendre ce que tu ignorais de toi-même. Mais cette leçon ne se révèle que lorsque tu l'observes sans bruit, sans distraction, sans besoin d'approbation. La guérison n'arrive pas quand tu parles sans arrêt, mais quand tu comprends ce que le silence te montre. Il y a un moment où tu arrêtes de chercher des explications et tu acceptes simplement ce qui a été. Et dans cette acceptation silencieuse, ta blessure commence à perdre de sa puissance. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes cicatrices. Certaines histoires doivent rester avec toi, non pas parce qu'elles te font honte, mais parce qu'elles font partie de l'alchimie qui t'a rendu plus sage. Lorsque tu apprends à guérir sans le raconter, la douleur cesse d'être un fardeau et devient une maîtrise. Chaque larme retenue, chaque nuit où tu as choisi de réfléchir plutôt que de parler, chaque moment où tu as enduré sans chercher l'attention, t'a façonné en quelqu'un de plus résistant. Guérir en silence ne te rend pas froid, il te rend conscient. Tu apprends à distinguer entre guérir et te victimiser, entre lâcher prise et répéter l'histoire pour te justifier. Le silence te redonne le contrôle. Tu n'as pas besoin que le monde te comprenne. Tu as besoin de te comprendre toi-même. Parce que celui qui parvient à guérir sans raconter sa blessure au monde devient quelqu'un qui ne cherche plus la compréhension, mais la paix. Et cette paix, une fois conquise, devient impossible à arracher. 5. Prends soin de ta vie privée. Ta vie privée est comme une forteresse. Tout le monde ne mérite pas d'y entrer. Tout le monde ne peut pas comprendre ce qui se construit à l'intérieur de ces murs. Nous vivons à une époque où les gens confondent attention avec connexion, exposition avec authenticité et tout montrer avec être libre. Mais chaque fois que tu dévoiles des détails de ta vie, tu cèdes du pouvoir. Ce que le monde ne sait pas, il ne peut pas l'utiliser contre toi. Prendre soin de ta vie privée n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence. Car celui qui garde son monde intérieur protégé conserve son équilibre et sa paix. Il y a ceux qui publient chaque pas en attendant l'approbation, partageant leurs victoires et leurs défaites comme si la valeur de leur vie dépendait du regard des autres. Ils ne comprennent pas que le sacré est profané lorsqu'il est exposé. Plus tu montres, plus tu te vides. Les personnes véritablement centrées n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ils n'annoncent pas leur bonheur, ils le vivent. Ils ne publient pas leur progrès, ils en profitent. Ils ne cherchent pas de validation, car leur validation vient du silence de leur propre conscience. La vie privée n'est pas une barrière contre le monde, c'est une forme d'amour de soi. Prendre soin de ta vie privée signifie décider de ce que tu partages, avec qui et pourquoi. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu penses, ni ce dont tu rêves, ni ce que tu ressens. Les mots se déforment dans la bouche des autres, et ce qui est dit avec de bonnes intentions peut devenir une arme s'il atteint les oreilles erronées.
La vie devient plus simple lorsque tu choisis la discrétion. Tu parles moins, tu observes plus, et tu apprends à te déplacer avec un calme qui déconcerte ceux qui vivent exposés. Les gens qui ne comprennent pas la valeur du silence ont tendance à le confondre avec l'arrogance. Mais se taire n'est pas se sentir supérieur, c'est protéger ce qui est en train de se former. Une relation, un projet, un changement personnel, tout grandit mieux loin du bruit. Lorsque tu donnes accès à ta vie privée sans filtre, tu donnes également la permission aux autres d'opiner, de questionner ou d'interférer. Et une fois que tu laisses entrer le jugement externe, tu perds ta liberté. La véritable indépendance commence lorsque tu apprends à profiter sans le raconter, à construire sans le montrer, à guérir sans le rendre public. Le stoïcisme enseigne que la vie intérieure est le seul espace que tu possèdes réellement. Le reste est transitoire. Si tu négliges ta vie privée, tu deviens prisonnier des attentes des autres. Mais si tu la protèges, tu deviens ton propre maître. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais, ni de justifier tes décisions à ceux qui ne vivent pas ton processus. Les gens qui t'apprécient vraiment n'ont pas besoin de tout savoir, juste de te voir en paix. La discrétion te donne du pouvoir. Elle te rend imprévisible, elle te donne un avantage que le bruit ne peut pas égaler. Alors que les autres se perdent en essayant de contrôler l'opinion publique, tu te renforces dans l'invisible. Personne ne peut attaquer ce qui ne montre pas de faiblesse. Personne ne peut détruire ce qu'il ne comprend pas. Et personne ne peut te voler ce qu'il ne connaît pas. La vie privée est ton refuge contre la superficialité d'un monde qui vit en s'exhibant pour se sentir vivant. Prendre soin de ta vie privée n'est pas un acte de peur, c'est un acte de maturité. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'être vu pour exister, ni entendu pour avoir de la valeur. L'essentiel n'a pas besoin de public. Les choses vraiment importantes, ta croissance, ta paix, tes objectifs, prospèrent mieux en silence. Apprends à profiter de ton monde sans le partager, à valoriser l'anonymat comme un privilège, à faire de ta vie privée le terrain sacré où fleurit ta véritable liberté. Parce que dans un monde qui crie, la discrétion est pouvoir et le silence ton plus grand bouclier. 6. Protège tes faiblesses. Les faiblesses sont comme des fissures dans un mur. Tu ne les vois pas toujours. Mais si quelqu'un les découvre, il peut détruire tout ce que tu as construit. Protéger tes faiblesses ne signifie pas les nier, mais apprendre à les gérer sans les exposer. Tout le monde ne s'approche pas de toi pour t'aider. Certains observent simplement pour trouver où tu es vulnérable. Dans un monde où les gens montrent même ce qu'ils devraient garder, garder tes points faibles en silence est un acte de pouvoir. Celui qui te connaît trop peut te manipuler. Celui qui te devine trop peut te contrôler. C'est pourquoi la vraie force n'est pas de paraître invincible, mais de savoir quelles parties de toi doivent rester cachées. Nous avons tous un point faible, une émotion, une histoire, une insécurité, une blessure qui fait encore mal. Le problème n'est pas de l'avoir, mais de la montrer à ceux qui ne la méritent pas. Parfois tu le fais en cherchant à être compris, d'autres fois en cherchant de la proximité, mais ce que tu donnes en confiance peut se retourner contre toi. Les gens ont tendance à utiliser l'information émotionnelle comme une monnaie, et lorsque tu révèles tes faiblesses sans prudence, tu deviens vulnérable aux intentions des autres. Apprendre à se taire quand l'émotion te pousse à parler est une forme d'autocontrôle que peu de gens maîtrisent. Protéger tes faiblesses ne te rend pas méfiant, cela te rend sage. Le silence est un filtre naturel qui sépare ce qui doit être su de ce qui doit être conservé. Plus tu es réservé, moins tu donnes de pouvoir. La force mentale se construit avec l'autoconscience, pas avec l'exposition. Savoir qui tu es implique de connaître tes limites et aussi tes fissures, mais tu es le seul qui a besoin de les comprendre. Les autres n'ont pas besoin de connaître ta fragilité. Quand tu parles de tes insécurités à n'importe qui, tu te dépouilles de ton autorité sur toi-même, et à ce moment-là, tu perds une partie de ton centre. Le stoïcisme enseigne que l'esprit équilibré ne dépend ni de l'approbation ni du réconfort extérieur. Les émotions sont nécessaires, mais la maîtrise d'elles définit ton caractère. Si quelqu'un parvient à activer tes faiblesses facilement, tu ne t'appartiens pas encore complètement.
Protéger tes émotions les plus sensibles n'est pas un manque de confiance, c'est de l'autodéfense émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes peurs ni de justifier tes réactions. Tu as besoin de les comprendre en silence, de travailler sur elles loin du bruit, de te renforcer sans l'annoncer. Il y a ceux qui confondent l'ouverture émotionnelle avec la transparence totale et finissent par donner leur paix. Mais être transparent ne signifie pas laisser tout le monde regarder à l'intérieur de toi, c'est montrer seulement ce qui ne met pas en danger ta stabilité. La maturité consiste à t'ouvrir à ceux qui le méritent, pas à ceux qui insistent. Apprendre à protéger tes faiblesses implique aussi de t'entourer de personnes qui ne les utilisent pas contre toi, qui t'écoutent sans te juger, qui te voient sans vouloir te corriger. Mais jusqu'à ce que tu les trouves, le silence sera ton meilleur allié. Chaque faiblesse que tu reconnais sans l'exposer devient une force. Le simple fait d'observer ta fragilité sans fuir te donne du pouvoir. Ce que d'autres peuvent utiliser pour te manipuler, tu peux l'utiliser pour te dominer. Le contrôle émotionnel commence par la réserve. Parce que la douleur que tu n'exposes pas, tu la transformes. Celle que tu donnes, tu la multiplies. Protège tes faiblesses comme celui qui garde le feu dans la nuit. Ne l'éteins pas, mais ne laisse pas non plus n'importe qui s'approcher. Dans ces parties sensibles de toi réside ton humanité, mais aussi ton pouvoir le plus profond. Tout le monde ne doit pas connaître tes peurs, tes chutes ou tes doutes. Laisse-les pour toi, observe-les, comprends-les et transforme-les en apprentissage. 7. Célèbre tes réalisations sans bruit. Le véritable succès n'a pas besoin de témoins. Les triomphes les plus solides se construisent en silence et se maintiennent sans applaudissements. Célébrer tes réalisations sans bruit, ce n'est pas leur enlever de la valeur, c'est leur donner de la profondeur. Lorsque tu as besoin que les autres valident tes victoires, tu deviens dépendant de la reconnaissance d'autrui. Mais lorsque tu apprends à sourire en silence face à ce que tu as accompli, sans le raconter, sans chercher l'attention, tu atteins un type de liberté que peu de gens connaissent. Non pas parce que le monde ne doit pas le savoir, mais parce que ta croissance ne dépend plus de son approbation. Le bruit extérieur est addictif. Les gens cherchent à montrer ce qu'ils ont accompli, non par fierté, mais par insécurité. Ils veulent que les autres leur confirment que l'effort en valait la peine. Cependant, la validation externe est un piège, car celui qui vit des applaudissements finit par perdre sa direction lorsque le silence arrive. La maturité se démontre lorsque tu célèbres sans scène, lorsque tu te tapes dans le dos en sachant que personne ne le verra. C'est du pouvoir intérieur, le type de pouvoir qui n'a pas besoin de témoins pour se sentir complet. Chaque réalisation a son propre rythme, son propre poids. Certaines sont visibles, d'autres invisibles. Terminer quelque chose qui t'a pris des années, surmonter une étape difficile, retrouver ton calme, fermer une blessure, lâcher une personne ou une habitude qui te consumait. Tout cela est aussi un succès, même si personne ne le voit. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Parce que quand tu cries tes victoires, tu invites les opinions, les comparaisons et l'envie. Et ce qui devrait te donner la paix finit par devenir une source de distraction. Le silence après le triomphe est un signe d'équilibre. C'est comprendre que tout ce qui est grand n'a pas besoin d'écho. Les stoïciens parlaient d'agir par vertu, non par reconnaissance. Faire ce qui est juste et profiter du résultat sans avoir besoin de l'exhiber est l'essence de la discipline. Tes réalisations ne perdent pas de valeur parce qu'elles sont discrètes. Au contraire, elles gagnent en pureté. Chaque fois que tu choisis de garder le silence face à un succès, tu renforces ton caractère. Tu apprends à profiter pour toi, sans bruit, sans témoin, sans interruption. Les personnes les plus sages savent que l'applaudissement du monde est éphémère, tandis que la satisfaction interne perdure. Celui qui se concentre sur la démonstration vit pour les autres. Celui qui se concentre sur la croissance vit pour lui-même. Lorsque tu arrêtes de chercher la reconnaissance, tu trouves la tranquillité. Célébrer tes réalisations en silence te permet de garder les pieds sur terre, sans nourrir l'ego, sans te distraire de ce qui compte vraiment. Continuer à avancer. Tu n'as pas besoin de publier tes victoires, car celui qui prête vraiment attention les remarque déjà. Les gens peuvent ne pas le savoir,
Mais ton énergie change lorsque tu grandis. Ton regard est différent, ton attitude plus ferme, ton silence plus lourd. Il ne s'agit pas de te cacher, mais de rester fidèle à l'essence qui t'a amené jusqu'ici. Célébrer en silence te donne de la clarté, te garde concentré sur ce qui vient, pas sur ce qui a été. Apprends à profiter sans annoncer, à ressentir la fierté sans bruit, à remercier sans spectacle. C'est la différence entre celui qui cherche la reconnaissance et celui qui cherche l'évolution. Tes réalisations t'appartiennent, pas au public. Garde-les, protège-les et laisse ta vie refléter le résultat, pas tes mots. Parce que celui qui maîtrise le silence après le triomphe montre qu'il ne cherche pas l'attention, il cherche la maîtrise. Et cette maîtrise, cet équilibre silencieux, c'est ce qui sépare vraiment les forts de ceux qui semblent seulement l'être. 8. Priorise ta paix avant tout. La paix intérieure est comme un feu qui ne se voit pas, mais qui réchauffe tout ce que tu touches. Si tu n'en prends pas soin, elle s'éteint. Prioriser ta paix avant tout n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Dans un monde qui se nourrit du chaos, du drame et de la compétition constante, garder son calme est devenu un acte de rébellion. Ta paix ne se négocie pas, elle ne se partage pas avec n'importe qui, elle ne se donne pas par culpabilité ni par obligation. C'est le terrain où ton équilibre grandit, et le perdre pour plaire aux autres est une forme silencieuse de trahison. Les gens confondent la paix avec le confort, mais ce sont des choses différentes. Le confort cherche à éviter le conflit, la paix cherche à maintenir la clarté au milieu de celui-ci. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de ne pas permettre qu'ils t'entraînent. Ta sérénité vaut plus qu'une dispute, plus que d'avoir raison, plus qu'une relation qui te prend plus qu'elle ne te donne. Chaque fois que tu choisis ton calme au-dessus de l'orgueil, de la peur ou du désir de contrôler, tu gagnes une bataille invisible. Prioriser la paix implique d'apprendre à lâcher ce qui ne vibre plus avec toi. Tout ce que tu perds n'est pas une perte. Parfois, s'éloigner est un signe de respect envers toi-même. La paix ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se construit à l'intérieur. Et pour la maintenir, tu dois apprendre à dire non, même quand ta voix tremble. Dire non aux gens qui volent ton énergie, aux situations qui répètent le même cycle, aux pensées qui ne te laissent pas avancer. Ton esprit est ton temple, et personne ne devrait y entrer sans permission. Le silence est le gardien de cette paix. Plus tu parles de ce qui te dérange, plus tu as de pouvoir sur cela. Moins tu expliques tes décisions, plus tu deviens libre. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de ceux qui ne vivent pas tes processus. La tranquillité arrive quand tu comprends que tu n'es pas obligé de répondre à tout, de plaire à tout le monde, de tout résoudre. La véritable sagesse consiste à conserver son calme même lorsque l'environnement s'effondre. Les stoïciens enseignaient que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler comment tu y fais face. La paix est la conséquence de cette compréhension. Elle ne dépend ni de la chance ni des circonstances, mais de ta capacité à maîtriser tes pensées. Lorsque tu réussis à rester serein au milieu de la provocation, tu démontres que tu as appris à te gouverner. Cette sérénité ne se feint pas, elle se construit avec de la pratique, des limites, des décisions fermes. Prioriser la paix signifie aussi accepter que tout le monde ne peut pas t'accompagner. Certaines personnes restent en chemin parce qu'elles préfèrent le conflit à la tranquillité. N'essaie pas de les convaincre. Ne sacrifie pas ta stabilité pour maintenir des liens qui ne correspondent plus à ta croissance. La paix exige de la distance, et cette distance se déguise souvent en solitude. Mais en réalité, c'est de l'expansion. C'est l'espace où tu récupères de l'énergie, de la clarté et du but. Ta paix vaut plus que n'importe quelle dispute, plus que n'importe quelle victoire superficielle. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison, tu as besoin de dormir tranquille. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les batailles, tu as besoin de te sentir léger. Choisir ta paix avant tout ne te rend pas faible, cela te rend sage. Parce que pendant que les autres s'épuisent à prouver, tu apprends à préserver. Celui qui parvient à garder son calme quand tout brûle n'est pas indifférent. Il est maître de lui-même. Et celui qui est maître de lui-même ne craint pas de perdre quoi que ce soit, car il possède déjà ce qui est le plus important,
la sérénité de son âme. Personne ne va arrêter l'horloge pour que tu te mettes en ordre. L'année avance de la même manière, sans attendre que tu résolves tes excuses, tes doutes ou tes distractions. La vérité est que ce ne sera pas le plus faible qui souffrira en 2026, mais celui qui reste distrait, piégé dans la routine de chercher la validation et de remettre à plus tard des décisions inconfortables. Il est clair que le monde ne s'arrête pas pour applaudir ceux qui promettent beaucoup et font peu. Le coût de l'indécision est extrêmement élevé et la dette intérieure s'accumule jour après jour. Si tu continues à attendre de te sentir prêt ou que l'environnement s'améliore, la seule chose que tu obtiendras est un autre cycle de frustration et d'auto-tromperie. La plupart des gens répètent le même schéma. Motivation superficielle le premier mois, justification lorsque les obstacles arrivent et finalement la résignation silencieuse. La véritable transformation ne se produit pas lorsque les autres te regardent, mais dans ces moments où personne ne prête attention et où tu choisis d'agir avec fermeté. Cette année ne va pas te changer, c'est toi qui décides si l'histoire se répète ou si, enfin, tu prends le contrôle. Il ne s'agit pas de résister à l'extérieur, mais d'entraîner le caractère à l'intérieur. Tu seras jugé par tes actes, pas par tes intentions. La cohérence est un muscle, et elle ne se renforce que par la pratique, pas par des discours. Si tu veux une année différente, commence par laisser derrière toi le bruit de l'approbation externe et entraîne ta autodiscipline comme si ton avenir en dépendait, car il en dépend. Personne ne va te donner la permission de te transformer. C'est toi qui te la donnes, ou ça n'arrive pas. 1. Parle moins, agis avec détermination. Personne ne te prend au sérieux parce que tu ne le fais pas non plus. Tu parles trop et agis peu. C'est la vérité que la plupart préfèrent ignorer. Tu passes ta journée à expliquer ce que tu vas faire, à lancer des plans dans l'air, promettant que cette fois-ci, oui, que maintenant tu vas te discipliner, que tu vas changer, que tu vas commencer. Mais chaque mot que tu jettes sans soutien est une dette mentale qui s'accumule. Ton cerveau s'habitue à l'inflation de tes promesses vides, et avec le temps, même toi, tu ne crois plus à tes déclarations. À quoi bon répéter tes intentions si tu ne les transformes jamais en décisions concrètes? Les personnes fortes ne perdent pas de temps à se justifier, ni n'ont besoin d'annoncer leur discipline ou leur concentration. Elles agissent simplement. L'habitude de parler moins et d'agir avec détermination est la base de l'autodiscipline. Chaque fois que tu remets l'action à plus tard pour expliquer, chaque fois que tu cherches une validation avant de te déplacer, tu t'entraînes à la faiblesse et tu deviens accro au confort des mots faciles. Parler est bon marché, même agréable, car cela te donne une fausse sensation de progrès. Ce n'est pas du progrès, c'est de l'auto-tromperie. Le monde à venir n'attendra pas que tu termines ton discours intérieur, ni que tu demandes la permission de commencer. La véritable différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans des cycles de frustration n'est pas le talent ni la chance, c'est la capacité de se taire et de commencer. Si tu te reconnais dans le schéma de planifier éternellement, de partager tes idées en espérant que quelqu'un t'applaudisse avant de te déplacer, il est temps de briser ce mécanisme. Personne ne te doit de reconnaissance pour ce que tu penses faire. Le respect se gagne par des actes, pas par des mots. Tes excuses ne produisent pas de résultats. Tes explications ne renforcent pas ton caractère. Tes justifications ne te rapprochent pas d'un centimètre de la vie que tu souhaites. Le véritable progrès ne se discute pas, il s'exécute. Parle moins, fais plus. C'est la formule inconfortable, mais efficace. L'autodiscipline repose sur la capacité à faire ce que tu as dit que tu ferais. Même quand personne ne regarde, même quand personne ne te félicite. Tu n'as pas besoin d'exposer chaque étape, ni de chercher des témoins pour chaque avancée. L'excès de mots révèle de l'insécurité et une peur de l'engagement réel. La prochaine fois que tu ressentiras la tentation d'expliquer tes plans, tais-toi et fais-le. Tu n'as qu'une seule option si tu veux renforcer ton caractère pour ce qui vient. Arrêtez de parler, commencez à agir. Si tu ne le fais pas, l'année va te broyer, tout comme tous ceux qui vivent dans la fantaisie de l'intention éternelle. Le respect de soi commence par l'action, pas par la déclaration.
Fais ce que tu as promis en silence et laisse les résultats parler pour toi. Les mots ne construisent pas, seules les décisions le font. 2. Arrête de chercher l'approbation extérieure. Tu vas publier quelque chose sur les réseaux sociaux et avant de cliquer sur « Envoyer », tu relis une fois de plus chaque mot. Tu ne cherches pas des fautes d'orthographe. Tu vérifies si cela sonne suffisamment intéressant, si quelqu'un le remarquera, t'approuvera, mettra un « j'aime » ou simplement commentera. Tu ressens cette anticipation dans ton corps, une étrange nervosité, presque comme si ta valeur dépendait de la réponse des autres. Et quand le silence arrive ou que la réaction est tiède, l'esprit commence à travailler. Tu doutes de toi, tu modifies ta version. Tu te demandes ce que tu as mal fait ou pourquoi tu n'as pas réussi à te démarquer. Cette dynamique se répète de 1000 façons, pas seulement sur l'écran. Chaque fois que tu partages une idée en espérant l'assentiment de quelqu'un, chaque fois que tu demandes un conseil pour confirmer quelque chose que tu sais déjà que tu dois faire, tu te vends à bas prix. Le prix de ta tranquillité dépend de la volatilité de l'opinion extérieure. C'est un esclavage invisible, mais réel. Tu n'es pas conscient de la manière dont cette habitude s'installe. Ça commence petit. Enfant, tu cherchais le regard d'approbation de tes parents ou de tes enseignants, et cela avait du sens. Mais maintenant, adulte, tu continues d'attendre que quelqu'un lève le pouce avant d'avancer. Ce besoin d'être validé s'infiltre dans tes relations, dans tes décisions et même dans les rêves que tu te permets d'avoir. L'approbation extérieure est un poison doux. Elle apaise l'anxiété pendant un moment, mais ensuite elle te rend plus dépendant et moins maître de toi. Le mécanisme est simple mais dangereux. Quand la validation devient le but, tu cesses d'agir par conviction et commences à agir par réaction. Tu ajustes ton comportement comme on ajuste un déguisement, mesurant chaque mouvement selon ce que tu penses que les autres attendent de toi. Tu perds ta propre direction. Chaque fois que tu choisis l'approbation plutôt que l'authenticité, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Il ne s'agit pas de te faire de pierre ni d'ignorer le monde, mais de comprendre que la seule approbation qui compte vraiment est celle qui provient de tes propres valeurs et décisions. Si tu t'entraînes à dépendre du regard des autres, ton autonomie se fracture et tu deviens un reflet, pas une personne complète. La vraie liberté commence lorsque tu cesses de demander la permission d'être qui tu es. Personne ne va te remettre une médaille pour avoir choisi ton chemin. Tu dois simplement le faire. Tant que tu continues à mendier de la validation, tu continueras à vivre en fonction des attentes des autres, pas de tes propres principes. Tu n'es maître de toi que lorsque tu cesses de négocier ta valeur avec le monde extérieur. Le respect que tu cherches à l'extérieur, tu ne peux le construire qu'à l'intérieur. Ta paix ne se trouve pas dans les applaudissements, elle est dans la cohérence avec ce que tu décides. Si tu as besoin d'approbation, tu ne seras jamais libre. 3. Entraîne ton esprit à la solitude. J'ai du mal à l'admettre, mais pendant longtemps, j'ai confondu la solitude avec une punition. Il y a une partie de moi qui, lorsque tout s'éteint et qu'il n'y a plus de messages ni de conversations, commence à chercher des distractions presque par réflexe. Ce n'est pas la peur du silence, c'est la peur de ce qui apparaît lorsque le bruit s'en va. L'insécurité, les choses en suspens, les questions que j'évite, les parties de ma vie qui restent non résolues. L'esprit se défend en inventant des urgences, en ouvrant les réseaux sociaux ou en cherchant n'importe quelle excuse pour ne pas rester seul avec soi-même. Ainsi s'installe un cycle. Chaque fois que je ressens de l'inconfort ou du vide, je me précipite pour le remplir d'interactions, de nouveautés, de l'illusion de compagnie. Mais ce mécanisme est un piège. Car dépendre de la présence ou de la réaction des autres pour se sentir stable te fragmente de l'intérieur, te rend faible au fond, même si en surface, tu sembles occupé et entouré de gens. Si tu l'analyses froidement, l'incapacité d'être seul n'est pas un symptôme mineur. C'est un signe que ton esprit ne se gouverne pas encore lui-même. C'est un indicateur que tu ne sais pas encore t'asseoir avec toi-même, regarder tes habitudes et dialoguer avec tes décisions sans fuir. La dépendance aux stimuli externes devient une sorte d'addiction invisible. Elle te garde occupé, mais jamais satisfait.
Ne pas entraîner la solitude, c'est comme laisser le muscle de ton caractère sans exercice. C'est pourquoi tant de gens perdent le nord quand ils n'ont personne à consulter, quand les réseaux se taisent ou quand la validation ne vient pas. La véritable maîtrise de soi commence lorsque tu deviens capable d'affronter tes pensées sans les déguiser en activité. Seul celui qui supporte le poids de son propre silence peut décider avec clarté. Le reste vit à la merci de ce qui se passe à l'extérieur. Entraîner l'esprit à la solitude est un processus inconfortable et lent. Cela implique de cesser de fuir devant l'inconfort et, au contraire, de rester. Observer les impulsions automatiques, l'envie de chercher l'approbation, l'urgence de partager tout ce que tu fais. Apprendre à ne pas fuir tes doutes et reconnaître quelles émotions sont les tiennes et lesquelles ne sont que des échos de ce que les autres attendent de toi. C'est comme faire l'inventaire de ton propre esprit. Tu vois ce qui est en trop, ce qui manque, ce que tu n'as jamais osé regarder. Cet exercice façonne le caractère plus que n'importe quel cours de motivation. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace d'entraînement. L'esprit qui résiste à la solitude ne se brise pas devant l'abandon ni devant l'incertitude. Le point est pratique. Plus tu apprends à être seul, moins tu dépends de l'environnement pour prendre des décisions fermes. Le respect authentique naît dans ces espaces où personne ne te voit et où personne ne donne son avis. Si tu n'entraînes pas la solitude, n'importe quelle distraction te sort du chemin. Si tu l'entraînes, tu deviens une personne qui décide par conviction et non par réaction. Ne fuis pas la solitude, fais-en ta force. Ce que tu fais seul définit ce que tu es en public. 4. Réponds, ne réagis pas impulsivement. Tu frappes la table avec un doigt, sans t'en rendre compte. Le verre vibre, à peine, et dans ce geste minuscule se révèle tout un mécanisme. La tension monte rapidement, le corps réagit avant que tu aies le temps d'y penser. Et ce qui suit est une chaîne d'actions automatiques, des mots qui sortent d'un coup, des décisions prises à la hâte. C'est ainsi que fonctionnent les réactions impulsives, comme des ressorts cachés qui se déclenchent face à chaque stimulus, laissant ta volonté en arrière-plan. Il est facile de détecter ce schéma chez les autres. La personne qui élève la voix sans mesurer, l'ami qui lance une critique mordante à peine, il ressent une pincée d'inconfort. Le conducteur qui s'emporte pour une seconde de trafic et perd son calme pendant des heures. Mais il est rare que tu reconnaisses ce même reflet en toi, dans les petites explosions quotidiennes. Quand ton sourcil se fronce à peine, quelqu'un te contredit. Quand tu es déjà en train de répondre à un message sans penser si cela en vaut la peine. Quand tu te sens obligé d'intervenir dans une discussion qui ne te concerne pas. La réaction est un raccourci confortable, car elle économise l'effort de faire une pause et de traiter. Répondre, en revanche, est un autre type de mouvement. C'est la distance que tu mets entre le stimulus et l'action. Ce bref instant où tu respires et décides, au lieu de laisser l'émotion décider pour toi. Cela se remarque dans les gestes de ceux qui ont entraîné l'autocontrôle. Le regard qui reste ferme, même si la provocation est évidente, les mains qui ne tremblent pas en recevant une mauvaise nouvelle, la voix qui ne monte pas en ton même si l'ambiance est chargée de tension. Ce n'est pas de l'indifférence ni de la froideur, c'est une clarté intérieure qui permet de distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui ne demande qu'une réaction automatique. La différence entre réagir et répondre est la différence entre vivre à la merci de ce qui se passe à l'extérieur ou rester maître de soi. Celui qui réagit sans filtrer devient esclave de chaque situation, de chaque opinion, de chaque sursaut. Celui qui répond filtre le bruit et agit à partir d'une décision, pas d'une impulsion. Tu n'as pas à être une statue ni à faire semblant que rien ne t'affecte. Mais tu as besoin de cette petite marge de contrôle, cet espace mental où tu choisis ta prochaine étape au lieu de la déclencher sans réfléchir. La prochaine fois que tu sentiras la pression dans ta poitrine, l'urgence de te défendre, de répondre à une attaque, de te joindre au chaos, observe ton corps. Le pouls s'accélère, les muscles se tendent, le regard cherche la confrontation ou la fuite. C'est l'avertissement.
À cet instant se joue la différence entre te perdre dans le bruit ou maintenir ta direction. Prends une respiration, compte jusqu'à 3. Décider est plus difficile qu'exploser, mais c'est aussi plus précieux. Le calme est une force, pas une faiblesse. Celui qui répond maîtrise le jeu. Celui qui réagit joue seulement le rôle que les autres lui assignent. Tu n'es pas un ressort, tu es une volonté. Ne réponds pas à la vie, dirige ton mouvement. 5. Maintiens la cohérence sans témoin. Personne ne va te sauver de ton inconsistance quand personne ne regarde. C'est brutal, mais c'est ainsi. Ce que tu fais quand il n'y a ni récompense, ni témoin, ni quelqu'un attendant que tu prouves quelque chose, définit qui tu es vraiment. C'est là que toute la futilité de tes excuses se dévoile, où les ornements de l'auto-justification tombent et où la réalité de ta discipline se révèle. Beaucoup de gens feignent la force pendant que d'autres observent, mais s'effondrent à huis clos. Le problème, c'est que le monde ne se construit pas sur tes intentions publiques, mais sur les actes répétés dans l'anonymat. Si tu n'es capable de rester ferme que lorsque tu as un public, alors tu n'es pas fort. Tu es juste un acteur sans spectateur. Et en 2026, la réalité engloutit les acteurs. La cohérence sans témoin est la base de toute transformation qui en vaut la peine. Car là, il n'y a ni applaudissement ni critique, juste le poids de ta parole contre ta propre paresse mentale. L'auto-tromperie fleurit dans ces moments solitaires où personne ne te demande rien, et toi, au lieu d'agir, tu négocies avec ta faiblesse. Chaque fois que tu remets une décision à plus tard, parce qu'aujourd'hui ça n'a pas d'importance, chaque fois que tu relâches tes standards quand personne ne te regarde, tu entraînes le muscle de la médiocrité. C'est confortable de dire que demain oui, que lundi tu commences, que juste cette fois tu te permets un écart. C'est ce que fait la moyenne. La moyenne se donne des permissions secrètes et ensuite se demande pourquoi sa vie ne change pas. Il n'y a pas de raccourci. La cohérence est inconfortable, lourde, rugueuse. Mais c'est aussi le seul chemin qui durcit ton caractère jusqu'à le rendre indestructible. Si tu cherches des résultats différents, commence à exiger de toi-même la même chose dans l'obscurité que dans la lumière. Personne ne va te féliciter pour ce que tu fais seul, personne ne saura combien de fois tu as choisi le chemin difficile quand il était plus facile d'abandonner. Mais ce coût est le même. Chaque décision silencieuse est un investissement ou une fracture dans ton caractère. Si tu cèdes par paresse, par confort ou à cette petite voix qui t'invite à être moins, tu hypothèques ton propre respect. Ton véritable progrès ne dépend pas de qui te voit, mais de ce que tu choisis de faire quand la seule conséquence est ton propre avis sur toi-même. Si ton identité ne tient que lors des bons jours ou sous le regard des autres, tu es faible. Il n'y a pas d'autre mot. Le respect qui compte se construit dans le silence. Cohérence sans témoin. Fais-le inconfortable, fais-le difficile, fais-le même si personne ne le remarque. Parce que si tu n'es discipliné qu'en présence des autres, tu ne seras jamais maître de toi-même. 6. Ne justifie pas tes erreurs, corrige-les. Il n'y a pas de manière élégante de le dire. Justifier tes erreurs est un piège mental qui te maintient exactement là où tu es. Le cerveau apprend vite à construire des défenses chaque fois que tu échoues. Le mécanisme d'autocompassion s'active et tu commences à fabriquer des arguments pour ne pas ressentir le poids de tes propres décisions. Tu te dis que c'était l'environnement, la malchance, la fatigue, la pression. Mais la réalité est qu'à ce moment-là, tu choisis de protéger ton ego plutôt que de corriger le cap. Cette habitude, si commune et si acceptée, est la raison pour laquelle tant de gens stagnent. Ils préfèrent l'anesthésie de l'excuse à la douleur brève, mais nécessaire d'accepter qu'ils ont échoué et qu'ils doivent se corriger. Je le sais parce que nous l'avons tous fait, à un certain niveau. Personne ne veut se voir comme faible, dispersé ou incapable. Alors, il élabore une narration qui réduit sa responsabilité et par conséquent aussi sa possibilité de changement. Il y a un prix caché derrière chaque justification. Le prix est que tu deviens incapable de t'améliorer. Plus tu passes de temps à expliquer pourquoi tu n'as pas pu, moins il te reste de force pour faire ce qui compte vraiment. Ajuster,
apprendre, grandir. L'auto-tromperie se nourrit de récits internes qui t'absolvent pour aujourd'hui, mais te condamnent à répéter les mêmes erreurs demain. Si tu laisses la justification devenir le filtre à travers lequel tu regardes tes chutes, tu deviens l'otage de tes propres histoires. Il n'y a pas de progrès lorsque l'énergie est investie à défendre l'échec au lieu de travailler dessus. Corriger, en revanche, est un acte inconfortable. Cela oblige à revoir tes décisions, à affronter l'inconfort d'admettre que tu aurais pu faire mieux. Mais cet inconfort est le seul espace où naît la véritable croissance. La tentation de te justifier est toujours immédiate. Elle surgit dans l'esprit comme une réaction automatique. Tu cherches des raisons externes, tu minimises l'erreur, tu essaies de te convaincre que c'était inévitable. Mais si tu as le courage de rester un moment de plus dans cet endroit inconfortable, sans chercher des échappatoires rapides, tu commences à voir clairement quelle part de la responsabilité t'appartient et ce que tu peux ajuster. C'est là que le caractère se renforce, dans la capacité de regarder l'échec en face et de décider de ne pas le répéter. Reconnaître tes erreurs ne te rend pas faible, cela te donne du contrôle. La maturité consiste à briser le cycle de la justification et à transformer chaque faux pas en correction, non en excuse. La différence entre celui qui avance et celui qui reste est simple. L'un corrige, l'autre justifie. Le respect de soi ne se construit pas en défendant tes échecs, mais en les réparant. Si tu ne corriges pas, tu répètes. Si tu n'acceptes pas, tu te condamnes à vivre au même endroit. Tu n'es pas ton erreur, mais tu es responsable de ce que tu fais après avoir échoué. Fais-toi cette faveur. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de te justifier, remplace-la par l'engagement de corriger. C'est ainsi que tu deviens vraiment fort. L'erreur que tu ne corriges pas te condamne à la répéter. La liberté se gagne chaque fois que tu décides d'affronter ta part et de l'améliorer, pas lorsque tu apprends à la défendre devant les autres. 7. Concentre-toi sur le présent, pas sur le bruit. Ton téléphone vibre dans ta poche pendant que tu travailles. Ce n'est pas urgent, mais l'envie de regarder est immédiate. Tu ouvres l'écran, vérifies des messages, sautes sur une notification, et tu finis par naviguer sur quelque chose qui ne t'intéresse même pas. Quand tu reviens, 20 minutes se sont écoulées et la concentration n'est plus la même. Derrière ce geste se cache une chaîne de causes et d'effets. L'environnement numérique et social est conçu pour capturer ton attention et la disperser en 1000 fragments. Chaque interruption, chaque petite distraction te vole la capacité d'être présent et, ce qui est pire, installe un schéma de dispersion mentale qui se répète dans tout ce que tu fais. Le résultat n'est pas seulement une tâche inachevée, mais un esprit affaibli par l'habitude de sauter d'un stimulus à l'autre sans construire de profondeur dans quoi que ce soit. Ainsi, le focus s'érode, non pas à cause de grands échecs, mais à cause de 1000 petites coupures qui t'éloignent de l'essentiel. Le piège du présent fragmenté a plusieurs couches. D'abord, l'esprit s'habitue à fonctionner en mode réaction, attentif à tout ce qui se passe à l'extérieur, incapable de soutenir une tâche, une conversation ou même une pensée complète sans ressentir l'anxiété de ce qui pourrait se passer ailleurs. Ensuite, cette dispersion se transforme en frustration. Tu réalises que tu avances peu, que tu commences beaucoup de choses, mais que tu approfondis rarement quoi que ce soit, et ta confiance s'érode, parce que le véritable progrès exige de la continuité, pas des sauts constants. Enfin, l'illusion s'installe que le problème vient de l'extérieur, de la quantité de stimuli, alors qu'en réalité, le filtre est interne. Il n'est pas possible de contrôler le monde, mais tu peux entraîner ta capacité à être présent et protéger ton attention contre la demande constante de l'irrélevant. La décision stratégique est simple, mais inconfortable. Réduire l'accès au bruit, construire des espaces sans interruption et prioriser ce qui est sous ton contrôle direct. Cela signifie cesser de négocier ton temps avec chaque notification, apprendre à ne pas répondre à ce qui ne mérite pas ton énergie et entraîner l'esprit à revenir, encore et encore, à ce qui compte vraiment. Le présent
est un muscle qui s'atrophie si tu le laisses entre les mains de l'environnement. Les personnes fortes ne sont pas celles qui résistent au chaos externe, mais celles qui dominent la direction de leur attention. Domine ton attention ou l'environnement la dominera pour toi. Choisis chaque jour entre la profondeur et la dispersion, car c'est la véritable bataille du présent. L'année ne va pas devenir plus facile. Ton focus peut devenir plus fort. Élimine ce qui ne compte pas et entraîne ta présence comme si ta vie en dépendait, car au fond, elle en dépend. 8. Apprends à dire non sans culpabilité. J'admets que dire non pèse encore sur mon corps, comme si chaque refus était une petite trahison. Je le ressens quand on m'invite à quelque chose que je ne veux pas, quand on demande une faveur qui interrompt mon rythme, quand l'agenda se remplit d'engagements que je n'ai pas choisis. Je bouge les lèvres, j'hésite, ma gorge se tend, ma main hésite sur le téléphone avant d'écrire un message qui sonne aimable, mais pas trop froid. À l'intérieur, la culpabilité s'installe rapidement. L'image de l'autre personne déçue apparaît, la sensation de mal faire, celle de perdre quelque chose d'invisible chaque fois que je mets une limite. C'est un mécanisme appris, presque automatique. Je cherche à adoucir le refus, à le compenser, à me justifier pour ne pas porter ce poids inconfortable que laisse le non. Et pourtant, chaque fois que je cède pour éviter ce malaise, la facture arrive ensuite. La journée saturée de tâches des autres, l'énergie drainée dans des conversations qui ne m'apportent rien, le mauvaise humeur qui se cultive en secret quand je deviens spectateur de mon propre agenda. Le problème est pratique et concret. Dire oui par réflexe est une habitude qui s'entraîne avec des années de complaisance, d'évitement des conflits, de peur du rejet. On le voit dans les gestes, le sourire forcé pendant que tu acquiesces, le dos un peu plus courbé en acceptant ce que tu ne veux pas, le bref soupir quand tu raccroches et que tu te rends compte que tu as encore dit oui pour ne pas te compliquer la vie. Mais la vraie complication commence après, quand la vie se remplit de tâches et de relations que tu n'as pas choisies, quand ton temps se fragmente et que la frustration grandit, parce que la direction de tes journées n'est plus décidée par toi. C'est ça la véritable dette. Chaque oui inutile est un paiement anticipé de ton énergie future. Il faut apprendre à identifier ce point exact où ton besoin de plaire sabote ton respect de soi. Ce n'est pas une question de devenir égoïste ni de vivre isolé, mais de comprendre que ta capacité à apporter quelque chose au monde dépend d'abord de protéger tes ressources internes, temps, attention, énergie. Personne ne protège tes limites si tu ne le fais pas. L'habitude de dire non sans culpabilité est un entraînement inconfortable, mais essentiel. Commence par le petit. Le message auquel tu ne réponds pas immédiatement, l'invitation que tu refuses poliment mais sans te justifier, la tâche que tu laisses passer, même si quelqu'un s'attend à ce que tu te sacrifies. Cela se sent rugueux, comme si tu rompais une ancienne habitude, mais c'est là que ta direction se renforce. Une personne qui ne sait pas dire non devient la ressource de tous, sauf l'architecte de sa propre vie. Tu n'as pas besoin de donner de longues explications, ni de déguiser tes limites en excuses. Le non est une phrase complète. La liberté que tu cherches à l'extérieur commence par la capacité de protéger ton temps de ce qui n'apporte rien. Dire non n'est pas fermer des portes, c'est choisir celles que tu ouvres vraiment. Le respect de soi pèse plus que l'approbation rapide. Personne ne défendra ton agenda pour toi. Si tu n'apprends pas à dire non, tu finiras par vivre la vie que d'autres choisissent. 9. Utilise la douleur comme entraînement quotidien. La douleur n'est pas un accident, c'est l'impôt quotidien de l'existence véritable. Il n'y a pas de raccourci ni de trucs mentaux qui puissent dissoudre cette taxe. Chaque jour apporte son propre lot d'inconfort, de petites gênes et de douleurs plus grandes. Et la plupart des gens passent leur vie à se battre avec la réalité, cherchant une anesthésie dans les distractions ou des excuses bon marché. Cette habitude enfantine de fuir l'inconfort te rend faible jusqu'à la moelle. Celui qui fuit la douleur finit par la payer avec des intérêts, anxiété chronique, frustration constante, incapacité à supporter le moindre poids de ses propres journées.
La vérité est brutale et sans filtre. Chaque fois que tu rejettes la douleur, tu rejettes aussi l'opportunité de te durcir, de peaufiner ta direction, de devenir quelqu'un capable de résister à ce qui vient. Je te le dis en face, la douleur ne se négocie pas, elle s'entraîne. Veux-tu savoir pourquoi tant de gens abandonnent face au premier obstacle? Parce qu'ils n'ont entraîné que le confort. Ils se lèvent et cherchent le chemin le plus court, vers le plaisir, l'évasion, la gratification instantanée, puis se demandent pourquoi leur caractère se fracture à la moindre contrariété. La douleur que tu évites aujourd'hui se transforme en faiblesse pour demain. C'est aussi simple que cela et aussi cruel. Il n'y a pas de mérite à supporter le agréable. Le respect de soi se forge dans la capacité à rester lorsque tout en toi crie de fuir. Chaque jour t'offre des exercices gratuits. La conversation inconfortable que tu évites, l'entraînement physique que tu remets à plus tard, le projet que tu ne termines pas parce qu'il te pèse, la discipline qui te dérange. Ce sont de petits examens que le monde te lance. Et chaque fois que tu choisis la sortie facile, tu signes ta propre sentence de médiocrité. La véritable différence entre ceux qui avancent et ceux qui se brisent ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la façon dont ils l'utilisent. La douleur bien entraînée devient un filtre. Elle montre qui persiste et qui ne fait que faire semblant. Tu n'as pas besoin de chercher une souffrance artificielle, la vie en apporte déjà suffisamment. Ce que tu peux faire, c'est utiliser chaque gêne comme un outil pour tempérer ton esprit. Ne te plains pas, ne cherche pas de réconfort, ne gaspille pas d'énergie à te justifier. Prends la douleur, regarde-la en face, intègre-la à ta routine. Fais de l'inconfort ta zone de pratique. Chaque fois que tu ressens l'envie de fuir, demande-toi quelle partie de toi s'affaiblit si tu cèdes. C'est la question qui sépare les forts de ceux qui ne font que poser. La douleur est un entraînement, pas une punition. Celui qui le comprend progresse. Celui qui le nie recule. Si tu utilises la douleur au quotidien comme ton maître, aucun coup externe ne pourra te désarmer. L'année n'aura pas de pitié pour ceux qui ne cherchent que le confort. Transforme chaque difficulté en allié et laisse l'inconfort être ta salle de gym. Les résultats silencieux valent plus que 1000 plaintes. Entraîne ton esprit à supporter le poids que les autres évitent. La douleur ignorée se multiplie. La douleur affrontée te transforme. 10. Transforme votre vie en silence. Le véritable changement n'a pas besoin de témoins ni d'applaudissements. Se transformer en silence est la preuve ultime que votre engagement n'est pas lié au regard des autres, mais à la décision invisible que vous prenez chaque jour, quand personne ne vous exige, quand personne n'attend rien de vous. Il est facile de tomber dans le piège de chercher une validation même pour la transformation, montrer de petites améliorations, annoncer que cette fois c'est sérieux, partager des progrès en espérant une reconnaissance extérieure. Mais ce qui compte vraiment se construit sans public et sans propagande. Derrière chaque habitude maintenue en secret existe une conviction silencieuse, une détermination qui n'a pas besoin d'être célébrée pour se sentir solide. L'esprit humain cherche des raccourcis d'approbation car la reconnaissance est plaisante et donne une fausse sensation d'avancement. Mais au fond, transformer votre vie en silence est un défi contre l'ego, un entraînement quotidien pour cesser de dépendre des stimuli externes. Cela vous oblige à affronter ce vide inconfortable où seul compte ce que vous choisissez de faire quand personne ne regarde, où la fatigue, la paresse ou le doute ne reçoivent ni excuses ni récompense immédiate. Ici, la motivation perd de sa force et entre en jeu la discipline brutale, celle qui résiste à l'ennui, celle qui soutient l'effort quand les résultats ne se voient pas encore. Le silence vous met face à face avec votre voix intérieure, celle qui veut abandonner, celle qui cherche à se distraire, celle qui invente des raisons de procrastiner. Ce n'est qu'en supportant cette pression, sans chercher refuge à l'extérieur, que vous découvrez jusqu'où va votre volonté. Ce n'est pas un chemin glamour ni rapide. La transformation silencieuse est rude, pleine de jours où rien ne semble changer et pourtant vous continuez.
C'est un investissement émotionnel qui ne rapporte pas d'intérêts immédiats, mais qui renforce votre caractère d'une manière qu'aucun applaudissement ne peut égaler. Si vous avez besoin de témoins pour avancer, ce que vous construisez est fragile. Si vous apprenez à transformer vos habitudes dans l'ombre, vous devenez invulnérable à la volatilité des critiques ou des éloges des autres. Le véritable respect de soi naît dans cet espace invisible où personne ne donne son avis, où votre parole pèse plus que toute attente extérieure. La phrase est simple. Ce que vous faites en silence définit qui vous êtes vraiment. Transformer votre vie en silence est le filtre qui sépare ceux qui veulent seulement sembler différents de ceux qui le sont réellement. C'est le seul moyen de renforcer votre direction quand l'environnement exige des résultats superficiels et une gratification instantanée. Au final, les résultats solides ne font pas de bruit. La force authentique ne se proclame jamais. Si vous voulez vraiment changer, faites-le en silence. Concentrez-vous sur le processus et laissez le monde s'en rendre compte seulement quand vous ne pouvez plus cacher les fruits. Le silence est votre meilleur allié. Le bruit est pour les incertains.